Nous allons démarrer dès que possible cette conférence. Venez nous rejoindre. Bonjour. Alors, chers amis, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, je vous remercie d'être présents pour cette conférence d'Éric Giacometti et Jacques Raven qui parlera du thriller ésotérique et maçonnique entre fantasme et réalité, un art subtil. Donc, comme vous le savez sûrement tous, Jacques Raven et Éric Giacometti forment un duo d'auteurs français reconnus pour leurs romans mêlant suspense, histoire et symbolisme initiatique. Qui ne connaît pas Antoine Marcas, commissaire de police et franc-maçon, affilié au Grand Orient de France. Donc, nous allons les écouter pour nous parler de leurs ouvrages, des thèmes de la maçonnerie, de l'ésotérisme et des grandes énigmes historiques. À vous, messieurs. J'ai thriller ésotérique et maçonnique entre fantasme et réalité, un art subtil. Un, deux, trois. Je veux pas dire, mais étant profane, les maçons, c'est pas très rigoureux, Jacques. Qu'est-ce qui se passe? Les salons organisés par des profanes, ça roule généralement. Jean-Marc? Ça marche pas non plus. Je ne répondrai pas à ces provocations. Non, mais le sujet, comme vous le savez, est quand même assez complexe. Donc, plutôt que vous infliger un pensum pendant 20 ou 30 minutes sur la question, c'est vrai que si quelqu'un peut poser 3 ou 4 questions, ça aide un petit peu à la mécanique. Parce que sinon, ça va être un petit peu complexe. On pensait qu'il y avait un... Non, il n'y a pas? Va chercher quelqu'un. C'est gentil. Je pense que c'est quelqu'un qui va arriver, qui va nous dire « Bonjour Albert Camus et Jean-Paul Sartre ». Et là, ça va être l'enfer. On va commencer par une question. Dans la salle. Permettez-moi de vous apporter. On fait tout ici. C'est un sketch, on l'a payé. Elle est très bonne. Alors, vous avez, dans tous vos romans, vous reliez la franc-maçonnerie, les mythes. Jacques, voilà, tu t'assois, on va laisser le micro et on se le partagera. Ah oui. D'accord. Et donc, je voulais vous demander l'idée initiale, en fait, est-ce que c'était en partant de la franc-maçonnerie ou c'était en partant du polar, en fait? Alors, on va vous donner une réponse en deux parties. Celle de l'être de lumière éclairée, celle du profane dans les ténèbres. Comme ça, au moins, vous savez déjà quelle est la bonne. Non, alors ça remonte, on est dans le début des années 2000. À l'époque, j'étais journaliste. Jacques était professeur de français et il était déjà franc-maçon. Et moi, je travaillais au Parisien et aujourd'hui en France et j'enquêtais sur les dérives de la franc-maçonnerie sur la Côte d'Azur. C'était à l'époque où il y avait le procureur de Montgolfier qui avait sorti des affaires qui étaient qui était assez glauque, et il y avait au moins une douzaine d'affaires dans lesquelles étaient mêlés des francs-maçons d'une certaine obédience, en l'occurrence une obédience, on va dire, régulière. Ça ne veut pas dire que toute l'obédience était mêlée, mais il y avait vraiment des nids de vipères dans ce coin-là, entre Nice, Cannes et Menton. Et quand je pars là-bas pour enquêter, sous le soleil de la Côte d'Azur, mes premiers contacts avec les francs-maçons étaient assez cocasses, ils étaient tous mis en examen, certains sortaient de prison, et si vous voulez, le rituel en tant que tel et la spiritualité, ça jouait un rôle secondaire. Bon, j'écris mes papiers, comme d'autres journalistes à l'époque, sur toutes ces dérives,
comme nous sommes amis depuis l'âge de 16 ans, on se voyait, et à chaque fois quand on se voyait, il m'engueulait en me disant « Mais vous, les journalistes, vous nous mettez tous dans le même sac, on n'est pas tous des pourris, on n'est pas tous corrompus, on n'est pas tous, on ne fait pas du trafic d'influence ou de l'affairisme. » Et il se trouve que j'avais écrit l'année précédente un polar qui n'avait rien à voir, et au cours d'une soirée mémorable où vraiment ça pouvait mal se passer, mais heureusement, il avait un excellent vin de Cahors, ça s'est fini en se disant « Mais... et si on écrivait un polar avec un héros franc-maçon et qui puisse permettre d'expliquer aux profanes ce qui se passe dans les loges. Non pas un grand maître ou une grande maîtresse de la maçonnerie, mais un maçon ordinaire qui croit en son idéal de la maçonnerie. » Alors, en plus de l'aspect anecdotique qui a été évoqué, il y a quand même deux raisons qui nous orientaient vers la création de ce genre littéraire. C'est d'abord la première, c'est qu'il n'existait pas. Et moi qui étais prof de français à l'époque, j'avais été très surpris. Après la discussion qu'on avait eue, j'avais tout simplement repris mes classiques pour voir s'il y avait des francs-maçons dans la littérature. Et grande surprise, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que vraiment, il y a quelques livres épars. Celui qui en parle le mieux, c'est Tolstoï. Et c'est le seul qui consacre quelques chapitres à la franc-maçonnerie. Et je trouvais ça très étonnant. Je trouvais que la distorsion entre le poids historique et politique de la franc-maçonnerie et sa représentation dans la littérature, cette distorsion était énorme. Ça m'a donc étonné. Et ensuite, il y avait quelque chose qui me tourmentait en franc-maçonnerie, qui était la phrase qu'on prononçait à la fin des tenues, qui était « Vous apporterez à l'extérieur les lumières que vous avez reçues à l'intérieur ». Moi, ça m'a toujours causé souci. Parce que je n'ai jamais très bien compris ce que ça signifiait et comment on le faisait. Et donc, on a créé un personnage qui donc va confronter la spiritualité, les lumières, peu importe le terme que vous lui donnez, à l'extérieur. Et c'est là où on arrive au genre du polar. La meilleure méthode et le meilleur genre littéraire pour ça, c'est le roman policier. Parce que le roman policier, la confrontation avec le mal, elle est vraiment directe. Or, il y a une espèce d'opposition qui est très curieuse. La franc-maçonnerie dans ses loges part du principe que l'homme est améliorable, et donc par là même la société. Le flic, lui, qui est confronté au mal toute la journée, a quelques doutes sur la question. Donc si vous prenez un flic franc-maçon, ben là, cette question des lumières à l'intérieur du temple et des lumières à l'extérieur du temple, eh bien, de temps en temps, ça finit en torche. Alors, on a bénéficié quand même on va dire, d'une bonne étoile, puisqu'à l'époque, on sort notre livre. Au moment où on signe notre contrat chez notre éditeur Fleuve Noir, il y avait un petit écrivain de l'autre côté de l'Atlantique qui allait sortir un petit livre dont vous avez peut-être entendu parler, le Da Vinci Code. Et nous, on avait déjà signé ça avant. Personne n'était au courant qu'il allait sortir ça. Et donc, il a sorti ça un an avant nous, et nous, quand on a sorti notre livre, eh ben, on est arrivé parmi les premiers Français, si ce n'est les premiers. Enfin, il y avait eu Henri Leeuwenbruck avant, mais c'était pas pareil. Et donc, on est arrivé avec cet engouement à nouveau sur le thriller historico-ésotérique. Et ça a tout de suite marché. C'est-à-dire qu'on a sorti notre bouquin, nous, on avait chacun un métier. Jacques, professeur, en plus, il était président d'une communauté de communes dans le Lot. Moi, j'étais journaliste. On avait écrit ce livre, mais comme ça, peut-être même pour se faire plaisir, si ce n'était qu'on avait déjà eu l'idée d'utiliser une véritable histoire. On s'était dit, puisqu'on va parler de franc-maçonnerie, autant essayer de faire comprendre aux profanes à la fois ce qui pouvait se passer en loge, avec toute l'humilité qui est la sienne. Hein. Lire un livre sur la franc-maçonnerie ne vous fera pas devenir franc-maçon, évidemment. Hein, n'est-ce pas, Jacques? C'est notre différence un peu. La lumière, tu l'as, je ne l'ai point. Et ensuite, on est parti d'une véritable histoire, l'affaire du cambriolage des loges des obédiences maçonniques par les nazis en 1940. Véritable histoire, un pillage, les nazis ont pillé les loges, ont pillé les sièges des obédiences à Paris et en province. Une partie est restée en France au service des sociétés secrètes qui dépendaient de Pétain. L'autre partie est partie en Allemagne, pour des fins politiques, mais aussi ésotériques. Pourquoi? Parce que Himmler, le chef de la SS, était persuadé que les francs-maçons avaient des secrets ésotériques. On arrive en 1945, et en 1945, les Russes récupèrent toutes ces archives maçonniques, qui ont été pillées en France, mais aussi en Belgique,
et les expédie à Moscou, sur ordre du NKVD, l'ancêtre du KGB. Pourquoi? Parce que Staline voulait identifier les francs-maçons communistes et s'en débarrasser après-guerre. Et ces archives n'ont été rendues qu'en 2000, c'était Boris Eltsine et Chirac. Bref, on avait les ingrédients d'une véritable histoire, matiner ça d'un peu d'ésotérisme, parce que ça nous passionne depuis des années, et aussi peut-être un vécu maçonnique qu'on ne voyait pas forcément dans d'autres ouvrages. Entre-temps, il y a eu le Da Vinci Code, on en a fait un, puis deux, puis trois, on en est au 15e, Marcas, Antoine, avec une autre série. Mais la différence avec Dan Brown, et ça c'est vraiment fondamental, c'est que en début d'ouvrage, on ne dit pas tout ce qui est écrit est vrai. Au grand désespoir de notre éditeur de l'époque, qui nous avait demandé de dire « faites comme Dan Brown, dites que tout est vrai ». Et on s'est dit non, on ne peut pas faire ça. On va miser, on va tabler sur l'intelligence des lectrices et des lecteurs. Alors certes, avec moins de ventes, mais quand même, ça nous a permis de fidéliser toute une communauté de lectrices et de lecteurs qui nous suivent et qui font toujours la part des choses entre la réalité et la fiction. Jacques? Alors, juste pour l'anecdote peut-être, parce que quand les archives pillées dans les obédiences françaises, mais pas que les obédiences françaises, les obédiences belges, les obédiences hollandaises, ont été récupérées par les Russes, elles les ont classées. On a fait un documentaire avec Eric pour France 5 et on s'est rendu à Moscou pour filmer ce qui restait des archives. Mais ce qui est intéressant, c'est la restitution qui a été faite en décembre 2000. La restitution a touché 3 obédiences, la Grande Loge de France, qui a conservé donc ses archives dans son siège, le Grand Orient de France, qui a lui aussi conservé ses archives, et le droit humain, qui n'avait pas de capacité de les conserver, et donc qui les a données aux archives de France, où elles sont à l'heure actuelle. Mais quand elles sont arrivées rue Cadet, siège du Grand Orient de France, en décembre 2000, il y avait l'arbre de Noël qui était à l'intérieur de la rue Cadet, et celui qui a réceptionné la première caisse, c'était Pierre Mollier, qui était à l'époque donc le bibliothécaire en responsable du Grand Orient. Il a vu arriver à l'ancienne des camions militaires russes avec les gros pneus et puis des types un peu hagards qui déchargeaient des archives dans des caisses qui étaient les caisses d'époque. Certaines avaient d'ailleurs la double fermeture en plomb avec le sceau nazi et dessus le sceau avec quand même, non pas l'équerre et le compas, mais le marteau et la faucille. Et donc Pierre n'a pas résisté à la tentation et avant même de monter ça aux archives à l'étage, au rez-de-chaussée, ils ont ouvert une caisse. Et le premier papier qu'ils ont sorti était un papier de la Loge des 9 Sœurs, elle était signée Benjamin Franklin. Et évidemment, ils se sont dit, si tout le reste, il y en a quand même pour quelques kilomètres de rayonnage, est du même acabit, et bien dans ce cas-là, on risque d'avoir de belles surprises. Bon, après, ça a été très divers ce qu'on a à l'intérieur, mais pour des écrivains comme nous, un fonds d'archives pillé par les nazis, récupéré par les Russes, planqué à Moscou, qui revient, il en reste d'ailleurs encore à Moscou et à Minsk, qui revient en France et dans lequel on trouve des milliers et des milliers de choses, évidemment c'est du pain béni, vous l'imaginez, pour pouvoir écrire des histoires. J'enchaîne, comme il n'y a pas d'animateur, du coup, je fais la double casquette. Alors, pardonnez-nous si ça vous paraît un peu décousu. Et donc, qu'est-ce qui explique alors la fascination sur ces thrillers historico-ésotériques? Parce que ça va faire 20 ans maintenant qu'on officie. On a été publié dans 18 pays, dont le Japon, la Chine, la Russie, la Turquie, des pays, la Slovaquie aussi. Et on en est à peu près à 3,7 millions d'exemplaires vendus, toutes éditions confondues. Ce qui se passe, c'est qu'on a créé une communauté de lecteurs et de lectrices qui nous suivent. Et quand on regarde un peu pourquoi cette fascination s'exerce, c'est parce qu'à la fois, on va retravailler tous ces grands thèmes que vous pouvez connaître en matière de légendaire ésotérique, mais aussi d'histoire pure. Les Templiers, la tragédie des Cathares, le Graal, l'alchimie, etc., etc. C'était des thématiques qu'on avait lues quand on était plus jeune, dans des livres, sur des livres Robert Laffont et J'ai lu l'aventure mystérieuse, et qu'ensuite on a retravaillé sur un point de vue sur le thème de l'imaginaire. Et ce que l'on observe au fil des ans, c'est que
notre lectorat de profane n'a cessé de croître. Au début, on était quasiment peut-être 70% des sœurs et des frères, et au fil des ans, eh bien, ça a changé. Beaucoup plus de profanes que de maçons, parce que le lectorat aussi s'est étoffé. Et curieusement, que les lecteurs soient profanes ou maçons, ils partagent tous, enfin à mon sens, après tu auras ta vision, une sorte d'émerveillement. C'est-à-dire que quand on nous lit, on sait très bien que c'est un livre qui va nous embarquer dans des contrées d'imaginaire. Ce n'est pas un traité de maçonnerie. Donc on sait très bien qu'il y a une part de création. C'est sous forme de thriller, donc ça veut dire qu'on passe un moment, c'est du divertissement. Ce n'est pas un traité initiatique en tant que tel. Néanmoins, ça nous permet de faire passer des informations que même les frères et les sœurs ne peuvent pas connaître forcément. Je vais vous donner juste un exemple, un parmi d'autres, mais ce qui fait un peu le sel de nos ouvrages. Pour la Croix des Assassins, l'intrigue se déroulait au Brésil. Et donc je suis parti au Brésil en repérage. C'est ce que je fais, j'aime bien mon ancien métier journaliste. Jacques est plus un homme d'archives, il aime bien fouiller, travailler les archives, et moi j'aime bien aller sur le terrain. Et puis des fois c'est le contraire. Bon. Je pars au Brésil. On voulait que l'action se passe là-bas, et je vais enquêter. Je rencontre naturellement des francs-maçons brésiliens. C'était à Salvador de Bahia. Salvador de Bahia, c'est, on va dire, c'est là où le point d'ancrage où il y a eu l'esclavage au Brésil. C'est une population qui est extrêmement métissée. Et je rencontre ces maçons, qui sont métis, qui ont une maçonnerie qui est peut-être un peu différente que la vôtre. Vous savez bien qu'il y a autant de rituels que de maçons, je ne vais pas en rajouter. Néanmoins, c'était des rituels particuliers. Bon, jusqu'à présent, ok, il y a une part, on va dire, d'exotisme maçonnique. Là où ça devient plus intéressant, c'est que lors d'un dîner avec des maçons brésiliens, je leur demande... Vous savez, dans nos bouquins, on aime bien mettre quelque chose de fort, où quand le lecteur ou la lectrice referme le livre, ils se disent « Ah tiens, on a appris quelque chose », qui peuvent nous éclairer. Et bien là, en l'occurrence, ils m'ont raconté une histoire. Au Brésil, il y a eu donc de l'esclavage comme aux États-Unis. Et à l'époque, le Brésil aurait dû basculer dans la guerre civile comme aux États-Unis. Ça ne s'est pas produit. Pour une raison... Il y a eu deux raisons. Il y a une raison économique et une raison qui tient aux loges. Il se trouve qu'il y avait des francs-maçons autant dans le camp esclavagiste qu'anti-esclavagiste. Et ces gens-là se réunissaient en loge. Et il y a eu un maçon qui a eu une idée, qui a dit voilà, avant d'aller à la catastrophe, la guerre civile, il y aurait peut-être une loi qu'on pourrait faire, et cette loi, c'est la loi du ventre libre, qui dirait la chose suivante, quand une femme esclave donne naissance à un bébé, dès qu'il passe à la lumière, il est libre. Pour vous, maçons et maçonnes, vous voyez tout de suite ce que ça veut dire. Là, c'est la véritable lumière. C'est la lumière qui libère. Et particulièrement, ça s'incarne dans cette société. Et la mère aussi est considérée ensuite comme libre. Le fait de donner la vie à la lumière permet l'émancipation. Cette loi est passée. Et cette loi, avec d'autres instruments politiques, ont permis d'éviter un bain de sang. Je reviens en France, j'en parle à Jacques, on travaille sur le thriller, et à un moment donné, voilà ce qu'on va mettre, en se disant si un lecteur ou une lectrice est particulièrement initié, maçon ou maçonne, et l'idée peut-être de faire une planche là-dessus, ben ce sera peut-être le plus beau des cadeaux qu'on puisse avoir en tant qu'auteur. Un autre point sur lequel nos livres ont soulevé un certain nombre d'interrogations, à la fois dans le monde profane et dans le monde maçonnique, c'est qu'effectivement, nous mettons en scène un franc-maçon dans sa loge et pendant son rituel. Donc la question s'est rapidement posée de la notion du secret maçonnique. Alors il y a eu deux voies qui ont été intéressantes. La première, qui est la voie qui est à peu près partagée par tout le monde, c'est que de toute façon, le secret maçonnique n'existe que dans la pratique de la maçonnerie. Et que vous pouvez faire le rituel chez vous comme vous le voulez, ça ne marchera pas si vous ne le faites pas avec des sœurs et des frères, et selon le rituel précis. À l'époque, je me souviens qu'il y avait quand même quelques frères au Grand Orient qui avaient toussé quand je mettais un personnage en loge, même si je modifiais un certain nombre de choses. Et c'est Alain Bauer qui m'avait rassuré en me disant « Oh, ne t'inquiète pas, en 1937, le Grand Orient avait des problèmes financiers déjà,
Et pour essayer d'éponger les dettes, rue Cadet, ils vendaient les rituels dans la rue. Et comme il y avait des complotistes à tous les coins de rue à ce moment-là, ça a permis de remettre les finances du Grand Orient à flot. Ça m'a, il faut avouer, beaucoup rassuré. Mais ça posait une question fondamentale de ce qu'on disait réellement et qui était finalement la place du maçon dans la société. Or, que ça soit moi ou Laurent Kufferman ou d'autres, des essayistes, etc., nous, on appartient à une génération où finalement, notre obédience vous a dit, écoutez les garçons, vous parlez bien, vous présentez bien, il est temps maintenant de passer dans les médias. Ce que nous avons fait. Nous avons fait des télés, nous avons fait des radios, nous avons tenté d'expliquer ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et aujourd'hui, au bout d'une dizaine d'années, je me pose un petit peu la question de faire le bilan, quand même, à la fois à travers des livres, mais à la fois à travers la médiatisation. Est-ce que ça a été le bon choix qui a été fait? La réponse, à mon sens, est non. La réponse est non, et je vais vous le donner sur un exemple. Tous les ans, mon obédience sur Grand Orient de France ouvre, pour la nuit des musées ou pour d'autres, à la fois le musée et les temples. Donc, on fait visiter. Il y a beaucoup de monde qui se presse. On a entre 3000 et 6000 personnes qui viennent. Et on montre tout. C'est-à-dire le musée, les temples, le cabinet de réflexion, avec les squelettes. Alors, chez nous, ce sont des vrais, et c'est une femme. Bon, mais ça, on le dit aussi. Enfin, non, on ne le dit pas. Et on fait tout visiter. Et les gens sortent assez satisfaits, puisqu'ils ont tout vu. Mais ce qui est intéressant, c'est de ne pas laisser les gens à l'entrée du géo. C'est de sortir sur le parvis et de dire « j'ai oublié mon paquet de cigarettes, vous ne pourriez pas une cigarette à me donner s'il vous plaît ?» et de fumer une cigarette avec les gens. Je fume rarement, mais là je fume. Et quand vous fumez, les gens se détendent. Il y a une sorte de complicité qui se met. Et vous écoutez. C'est toujours en 3 temps. Premier temps, incroyable, magnifique, superbe. Temps 1. Deuxième temps, j'aurais jamais imaginé que c'était comme ça. Ah, c'est mystérieux. Étrange. Deuxième temps. Troisième temps, qui conclut, ils nous ont pas tout montré. Et donc, en fait, ça pose la difficulté. Et c'est une question que tous les obédiences doivent se poser. Plus nous nous dévoilons, plus nous supprimons, ou plutôt nous transformons notre plafond en plafond de verre, plus finalement, les gens ont l'impression d'une grande banalité d'un côté et d'un grand mystère de l'autre. Et ils n'arrivent pas à trancher. Mais dans le même temps, nous, plus nous dilapidons nos symboles à l'extérieur, moins aussi ils ont de merveilleux et de sens pour nous. Donc il va falloir que tout le monde réfléchisse sur cette question. Moi, après 10 ans d'ouverture, de radio, de télé, de tout ce que vous voulez, je pense qu'il est temps de revenir en arrière. Je pense très honnêtement, il ne s'agit pas de s'enfermer dans ces loges, hein. C'est pas ça. Mais je pense que ça ne servira vraiment jamais à rien de nous expliquer. Parce que nous-mêmes, on n'est pas capable d'expliquer notre secret, puisqu'il n'existe que quand nous le vivons. Si on n'est pas capable d'expliquer ce qu'on fait réellement, profondément, eh ben, à mon avis, il vaut mieux rester tel que nous sommes, c'est-à-dire des gens discrets, qui œuvront peut-être un petit peu dans l'ombre, mais pour le bénéfice de la lumière de tous. Alors, le bénéfice de la lumière de tous, là, j'en suis content. alors moi, j'ai un avis divergent, parce que je suis profane, hein, je suis toujours plongé dans les ténèbres, donc imparfait naturellement. Et je le taquine souvent. Et c'est vrai que dans les bouquins, il y a toujours cette part aussi un peu critique. C'est-à-dire que nos livres aussi marchent auprès d'un public profane parce que ce n'est pas une hagiographie de la franc-maçonnerie. Et on met aussi un peu les travers, les dérives et tout. Par exemple, dans le dernier, Antoine Marcasse va assister à un procès qui se déroule au tribunal de Paris. Le procès de la loge Altaïr. La véritable loge, c'est Athanor, qui est une loge de l'Alliance, de la Glamf. Il y a des gens de la Glamf par ici ? Dans la région, il y a eu un peu, oui. C'est de la provocation. Bref, c'est une histoire qui, pour des auteurs de thriller, est extraordinaire, parce qu'il y a tous les ingrédients. Une loge où on va recruter, je crois que c'est le Vénérable, qui va recruter des tueurs, qui va monter des contrats. Il y a au moins 2 morts, 2 assassinats. On soupçonne les services de renseignement
de mettre leur nez dedans, parce que les 2 tueurs étaient des plantons du camp d'entraînement de la DGSE. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon polar. Et effectivement, quand Jacques parle de l'extériorisation de la maçonnerie, mais alors là, ça c'est une autre façon d'extérioriser la maçonnerie. Et je peux vous dire que l'image de la maçonnerie avec ça, elle vous en prenez un sacré coup dans l'aile, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais ils nous ont pas tout dit, ils nous ont pas parlé de cette loge de tueurs quand ils nous font leur show, quand ils nous ouvrent leur temple. Maintenant, ils nous craignent. Et Quand on ne peut pas se faire aimer, faisons-nous craindre. Et en fait, c'est là où je pense que mon avis est... Moi, je vous côtoie depuis une vingtaine d'années en tant que profane. Voilà, quand je vais signer, je tombe sur des lecteurs et des lectrices qui sont éclairés. Mais à un moment donné, peut-être aussi que l'exercice de style, de se dire on ouvre le temple, on va mettre la lumière, c'est transparent. Mais en fait, pourquoi ça ne fonctionne pas? Mais tout simplement parce que vous l'ouvrez quand vous n'êtes pas à l'intérieur. Donc, c'est comme si moi je te fais visiter le Parc des Princes, mais il n'y a pas de joueurs qui jouent au foot. Et je te dis, regarde, waouh, quel match. Tu vas me dire, mais non, il n'y a personne qui joue. Ah bah je dis, t'as pas le droit d'aller dans le stade parce que c'est fermé, t'as pas le billet. Et donc, par essence même, la maçonnerie, à partir du moment où vous avez fait vos tenues et vos rituels, et c'est fermé, la porte se ferme, bah, c'est normal que ça suscite des fantasmes chez certains. C'est tout à fait humain. Et il y aura beau avoir des visites avec TF1, avec France 2, avec M6, avec le 18e grand maître qui va montrer les symboles et les loges, les gens n'auront pas forcément cette idée. Alors, c'est vrai qu'il existe maintenant, tout se sait, il y a même eu des films là-dessus, en particulier sous l'occupation, Forces occultes, qui expliquaient un peu ce qui se fait, mais c'était complètement orienté politiquement. Mais je crois que ce débat, en tant que profane, que je vois, faut-il s'ouvrir ou pas s'ouvrir, mais par essence même, vous suscitez le fantasme, pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons. Moi, quand j'ai eu affaire à vous sur la Côte d'Azur, j'avais pas forcément une image sympathique de la franc-maçonnerie, parce qu'il y avait de véritables crapules, il y a eu de l'affairisme, il y a eu des choses qui étaient vraiment pas bien, et que ces mêmes gens nous sortaient « Ah oui, on est là pour répandre la lumière autour de nous ». Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que les actes soient en coïncidence avec la réalité. Ces actes et avec le discours. Et c'est pour ça que toi, je sais que toi, tu n'es pas corrompu ni tu n'es pas affairiste, Jacques. Je le sais depuis 20 ans. Va-t-on savoir. Non, alors, en revanche, le fait que mon co-auteur ne soit pas franc-maçon, c'est une question que posent les frères. Alors, quand c'est qu'Éric rentre? Je ne tiens pas du tout à ce qu'il rentre. D'abord parce que je ne veux pas voir ce qu'il y a à voir, je veux qu'il reste loin de tout ça, mais non, ce n'est pas la raison. C'est-à-dire que pour pouvoir écrire un thriller maçonnique, on avait quand même choisi de ne pas écrire super maçon, qui se précipite dans le monde et qui règle tous les problèmes. Donc ça veut dire que ce sont des êtres humains avec leurs failles, leurs problématiques, et Dieu sait que nous en avons tous. Donc Éric, lui, a le regard distancié qui est nécessaire, parce que pour moi, c'est mes frères et mes sœurs, donc j'ai un peu de mal à avoir un regard distancié. Et je vous conte une anecdote qui démontre tout à fait ce regard distancié. Je vais en tenue à Avignon, il y a quelques années, et la tenue se passe merveilleusement bien. Il y a des agapes à Avignon, les tenues, je vous conseille les agapes à Avignon, c'est important, la troisième mi-temps. Et je suis assis à côté d'un frère qui, au bout d'un certain temps, m'explique avec beaucoup de fraternité qu'il construit des jacuzzis. Sans grand intérêt pour moi, mais bon. Et puis il m'explique qu'il construit des jacuzzis de toutes les tailles. Ça a peu d'intérêt pour moi. Après, il m'explique que les jacuzzis peuvent se mettre sur des balcons. Ça a peu d'intérêt pour moi. Après, il me demande où j'habite. Puis il me demande si j'ai un balcon. À quoi je lui dis que je vais à Paris, que le balcon, ça ressemble à un mouchoir de poche déchiré en deux, que c'est tout petit. Il me dit, je fais toutes les tailles. Et j'ai fini, si vous préférez, par acheter 6 000 € un dé à coudre que j'aurais mis sur mon balcon à la grande joie de ma famille. Ça m'a fait rire. J'en parle à Éric. Moi, j'ai jamais envisagé de le mettre dans un roman. Mais dans la minute, Éric voit le personnage. Il est emblématique, non pas des dérives de la franc-maçonnerie, mais il est emblématique de ce personnage qui est là et qui traîne et qui essaie de ramasser les miettes. Et on a créé le concept du frère alimentaire. Gros succès.
Alors je ne sais pas si c'est le gros succès parce que beaucoup de frères ont reconnu le frère alimentaire, ou si c'est beaucoup de frères alimentaires qui se sont reconnus. J'ai dit. Apparemment, beaucoup se sont reconnus. Alors Antoine Marcas au début, donc c'était, je vous l'ai dit, c'était en 2005, franc-maçon dans un univers maçonnique. Mais très vite, il a quitté cet univers maçonnique pour aller sur d'autres territoires, d'autres enquêtes, où il n'y avait plus forcément de la maçonnerie, puisque en fait, si on s'intéresse à toutes les thématiques ésotériques et légendaires, il n'y a plus besoin de franc-maçonnerie. Et là, on touche à quelque chose peut-être aussi qui est important. C'est que la France a une particularité qui n'est pas forcément partagée par d'autres pays. On a été la fille aînée de l'Église, donc un pays, on a été un royaume qui était avec une sacralisation. Ensuite, on a passé brutalement, on est passé au siècle des Lumières et on est passé à la Révolution avec le règne de la raison. Mais entre deux, il y a une zone grise, entre croyance et irrationnel et raison pure. Pas entre ténèbres et lumière, ce ne serait pas tout à fait exact. Et cette zone grise, elle s'est incarnée en France avec l'émergence de toutes ces grandes thématiques dites ésotériques qui nous ont même été un peu pillées par les anglo-saxons. Regardez bien, les Templiers, ça a fasciné des générations, avec peut-être un secret, un trésor, ça a fasciné les francs-maçons puisqu'il y a même des rites templiers. C'est français. Ce sont des chevaliers français. Certes, ça s'est créé à Jérusalem, chevaliers français. La tragédie, les Cathares avec toute la spiritualité qu'il y avait derrière, cette hérésie créée en France, peut-être d'inspiration qui venait de Bulgarie ou autre, mais c'est français. L'alchimie, alors là, on sait que c'est une tradition qui était partagée aussi par les musulmans, mais le plus grand alchimiste connu dans le monde, c'est Nicolas Flamel. Ce qui a fait fantasmer les lecteurs sur l'alchimie, c'est Nicolas Flamel, et qui aurait découvert le secret de l'immortalité de l'or éternel. Vous allez plus loin, vous regardez le Graal. Le Graal, à la base, c'est né en France, c'est un roman. C'est le roman Chrétien de Troyes, c'est la première fois qu'on voit le mot Graal. Alors certes, ça a été peut-être pillé dans des traditions plus au nord, traditions celtiques, mais ça apparaît en France. Et je vous donne un autre exemple que vous connaissez, le Da Vinci Code, qui a été vendu peut-être autant que le Petit Livre Rouge de Mao, qui est un des livres les plus vendus au monde. Mais toute cette histoire, elle vient d'où? Elle vient d'un petit village qui s'appelle Rennes-le-Château, qui est situé dans l'Aude, un petit village où, à la fin du 19e, un curé aurait trouvé un trésor fabuleux. Et ensuite, après, des auteurs anglais, des années plus tard, et un auteur français, Gérard de Sède, va écrire un livre en disant non, il aurait peut-être trouvé autre chose, un parchemin qu'il aurait vendu au Vatican avec la descendance du Christ. Qu'a fait Dan Brown quand il était en visite là-bas avec sa femme? Ils sont allés là-bas, et cette histoire, il l'a récupérée de ce petit village. Encore un mythe français. En vous disant ça, je ne fais pas de nationalisme mal placé. Chaque pays a ses traditions. Néanmoins, la France a comblé cette zone grise entre croyances irrationnelles et raison avec ce qu'on appelle ces thématiques spirituelles, ésotériques, légendaires, qui ont ensuite infusé et diffusé, mais quasiment dans le monde entier. Et nous, ce qu'on fait avec Jacques, on travaille ces thèmes en les respectant. C'est-à-dire en disant, voilà, ça fait partie de notre patrimoine légendaire, et que des légendes, et là on va aller peut-être sur quelque chose de plus jungien, chaque légende est porteur de mythes, d'archétypes, et porteur d'une vérité, d'une connaissance. Et à travers ça, à travers ce développement de nos œuvres de divertissement, en toute humilité, on essaye d'être au diapason de ce légendaire initiatique, qui n'est pas, pour beaucoup, maçonnique. Ce légendaire, il a aussi une face noire, c'est-à-dire que dans une partie croissante de la population française, mais européenne et mondiale, la réputation de la franc-maçonnerie est en train de basculer
depuis maintenant une vingtaine d'années. Et le développement d'Internet et des réseaux sociaux permet que cette bascule devienne totalement internationale. Alors Eric faisait référence au mythe, on peut passer au fantasme. Il y en a beaucoup sur la franc-maçonnerie. Et je pense que nous ne sommes pas très armés encore pour prendre la mesure de cette situation. La première des choses, c'est que quand il y a un problème chez nous, on dit toujours « Ah, mais c'est dans l'obédience d'en face ». Je me permets de vous dire que pour les journalistes comme pour la population, l'obédience d'en face, ça n'existe pas. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une obédience. Quand il y a un problème avec un franc-maçon, c'est toute la franc-maçonnerie qui est entachée. Moi, le premier, je me plais toujours à dire quelle est la différence fondamentale entre le Grand Orient de France et les autres, c'est que nous, on ne se fait pas prendre. Bon, ça fait rire, mais journalistiquement, ça n'a aucune valeur. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, c'est l'institution dans sa globalité qui est touchée. Et l'antimaçonnisme se développe. Jerry Pragman, qui est ici, vous en parlera mieux que moi, mais il se développe de deux manières. D'abord, il s'agglomère un certain nombre de fantasmes excessivement anciens, mais dont on n'aurait jamais cru qu'ils ressurgiraient. Aujourd'hui, si vous allez sur Internet au sens global du terme et vous tapez franc-maçonnerie, le mot le plus accolé à franc-maçonnerie, c'est pédophilie. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est pas lumière, hein. C'est pas grand maître, c'est pédophilie. Il nous arrive, c'est rare, mais il nous arrive d'avoir des lecteurs de tout. Je suis content de ne pas en faire partie, là. Je plaisante, on se taquine, on a l'habitude. Oui, et on a des lecteurs qui aujourd'hui viennent nous demander, avec le sourire aux lèvres, s'il est exact que nous tuons des enfants dans les loges. S'il est exact que le diable ressurgit. Or, l'idée du diable dans les loges, elle vient du 19e siècle. C'est Léotaxile, elle réapparaît. Le meurtre des enfants vient de l'antisémitisme à l'époque médiévale. Il ressort. Donc c'est un éternel retour des fantasmes. La problématique, c'est que les gens le croient. Le nombre d'agressions, à la fois sur des frères, des sœurs et des temples, se multiplie ces 10 dernières années. Nous avons eu, nous, un grand maître du Grand Orient de France qui est sorti de la rue Cadet, qui s'est fait agresser par une femme au nom d'Alois Akbar avec un marteau. On a eu dans le Lot-et-Garonne ou le Gers une loge maçonnique qui a été incendiée au cocktail Molotov. Heureusement, il n'y avait personne. Mais ce qui est très intéressant, c'est l'incendiaire. On est en zone de gendarmerie, donc les PV ont été faits par la gendarmerie, et qui ont interrogé un gosse de 17 ans. Qu'est-ce qu'un gosse de 17 ans a à voir avec la franc-maçonnerie au point d'y mettre un cocktail Molotov à l'intérieur? C'est la question qu'ont posée les gendarmes. La réponse est simple, c'est l'antre du diable. Pas catholique, rien à foutre, l'antre du diable. Donc, il y a tout un côté où l'ésotérisme peut être plaisant quand on parle de la quête du Graal, de l'héritage templier dans la franc-maçonnerie, du fabuleux trésor. Enfin, moi, je sais où c'est, mais je vous le dirai, mais à la fin. Et puis, il y a tout un aspect qui est totalement sombre et qu'on a tendance un peu à occulter, qui est qu'aujourd'hui, nous croyons œuvrer dans et pour la lumière, mais pour beaucoup de nos contemporains et de nos concitoyens, c'est une lumière noire. Je vais vous donner un exemple de la vision de la franc-maçonnerie dans les médias, par exemple. On a été acheté par des producteurs 3 fois pour adapter à la télévision, au cinéma. Et la 3e fois, tout était bien parti et tout, Jacques a rendez-vous donc à France 2. Et là, avec quelqu'un, directrice d'information, alors il faut savoir que France Télévisions, directrice des programmes. Il faut savoir que France Télévisions, c'est vrai qu'il y a des maçons, il y a des francs-maçons quand même, il y en a quelques-uns. Bon. TF1 aussi, il y a des francs-maçons, mais c'est pas la même obédience. Mais bon, il y en a quelques-uns. C'est méchant. Non, mais c'est vrai, chaque chaîne. C'est très méchant. Non, TF1, c'est plutôt GLNF, non? Non, à France 2, les francs-maçons se cachent, à TF1, ils se montrent. Non, ils se montrent pas. Bon, enfin bon. Et là, donc la directrice de programme dit, bah non, ça va pas se faire. Et parmi les raisons, c'est, vous comprenez, un franc-maçon, c'est clivant. Et un héros franc-maçon, on ne peut pas se permettre, on va avoir des problèmes, on va croire qu'on fait de la propagande pour la maçonnerie. Terminé, fin de l'histoire. Ça veut dire qu'on peut avoir un héros, un policier qui est plein de caractéristiques, mais un policier franc-maçon, no way. Alors après,
on peut contrarier cette approche par la première qui nous est arrivée. On a vendu les droits un nombre incalculable de fois. Et puis après, quand le mot franc-maçon commence à arriver de près au niveau des diffuseurs et des producteurs, évidemment, vous imaginez que ça cause problème. Mais la première fois, on a vendu ça sous la forme d'un film à un duo de producteurs jeunes, qui d'ailleurs, ça me souvient très bien, ne fumait pas le cigare, mais le mâchait. Jamais très bien compris, ça doit être une tradition du cinéma. Et à un moment, donc, ils s'enthousiasment pour le héros franc-maçon. Et là, Eric a la parole qu'il ne fallait pas. Il dit, vous verrez bien qui pour incarner Antoine Marcas. Bon, Antoine Marcas, c'est un flic, c'est un héros, c'est un mec galopant, voilà. Et là, il nous regarde, il dit, Patrick Timsit. La tête, là, était défigurée. Alors, Patrick Timsit avec un collier de barbe. Patrick Timsit. Et alors, lui, il a tout coupé. Et je dis, pourquoi? Il me dit, et le team me répond en France, très sérieusement, la franc-maçonnerie, c'est le sud-ouest, c'est le cassoulet. Voilà, un franc-maçon cassoulet, Patrick Timsit. Et je me suis dit, il faut se coltiner les complotistes, mais en plus, il faut se coltiner les incultes. Ça fait beaucoup, je trouve, pour un seul homme. Et c'est vrai qu'on est pris sans cesse par cette espèce de dichotomie où, à la fois, nous aimons nos propres légendes, nous aimons créer nos propres légendes. Moi, je reviens toujours à un numéro d'Historia de 1974 qui est miraculeux. Tout est fait sur la franc-maçonnerie. C'est très sérieux. Et puis à la fin, on interroge les deux grands maîtres, GL et Géo. Et c'est là que ça se gâte. Et donc, on commence par le grand maître du Grand Orient, qui à l'époque, je ne sais plus qui c'est, mais on est en 74, moi j'étais tout petit, qui dit texto, nous, francs-maçons, qui avons fait la Révolution française, tous les historiens savent que c'est faux. Mais à l'époque, c'est ce qu'on disait. Donc il ne faut pas s'étonner maintenant quand des gens disent, et les nazis s'en sont pas privés, que les francs-maçons étaient à l'origine de toutes les révolutions. Et puis évidemment, le grand maître de la Grande Loge entend l'interview. Il est un peu embêté. Les autres, ils ont fait la Révolution française. Qu'est-ce que je vais trouver de mieux? Et dans l'interview du grand maître de la Grande Loge, il commence par « Nous qui descendons des Templiers », ce qui est entièrement faux. 74. Et donc, tout ça, quand même, ça infuse. Alors, nous, on en joue, on prend un recul, mais pour un certain nombre de nos concitoyens, ce recul n'existe pas. Alors après, bon, là, on a mis un peu d'humour, effectivement, pour faire passer. Mais fondamentalement, peut-être, ce qui explique le succès de ces polars, de ces thrillers, c'est qu'à la fin, à la différence peut-être de polars traditionnels, il y a toujours une lumière, un message d'espoir. Et ça, c'est très important parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus sombre. Il n'y a qu'à voir l'actualité, il n'y a qu'à voir ce qui se passe. C'est vraiment de plus en plus dur. Hein. C'est pas évident, enfin, pas pour nous, mais beaucoup de gens ont du mal à joindre les deux bouts, beaucoup de gens n'ont plus d'espoir. Il y a des guerres qui se multiplient à foison. Et en fait, quand les lecteurs et les lectrices nous lisent, eh bien, ils achètent nos livres. Et à un moment donné, voilà, ils arrêtent, ils oublient l'actualité. C'est comme s'ils prenaient un avion pour partir sur une autre destination. Et tout d'un coup, l'avion traverse la couche des nuages et au soleil. Et pendant ce temps-là, ils sont loin de l'actualité. Ils s'évadent avec nous. Ils apprennent des choses. Et puis ensuite, après, ils redescendent. Et ils sont à nouveau dans la vie réelle. Et ça, c'est quelque chose de très important que je ne vois pas chez certains auteurs. Je vois certains auteurs qui essayent d'écrire sur le thriller historico-ésotérique. C'est qu'à la base, il faut toujours donner quelque chose qui fasse rêver, qui fasse oublier. Et peut-être que c'est quelque chose, cet imaginaire, c'est aussi une façon, tout simplement, de mieux vivre dans un monde de chaos et de soubresauts. Je pense que si on devait résumer l'esprit de nos livres, il faut à la fois démystifier, c'est important, mais il faut savoir remythifier derrière. Et que nous, francs-maçons, nous vivons dans cet entre-deux perpétuel qui à la fois nous fait pencher du côté de la raison, dont nous sommes les héritiers des Lumières, mais de notre côté, le merveilleux est quand même, je veux dire, dans nos loges, il suffit de se pencher, il est là. Et moi, ce qui me fascine toujours dans une tenue, c'est de voir quand même des adultes consentants qui se déguisent, parce qu'ils sont déguisés, qui portent des épées, comme quand ils avaient 10 ans,
Quand on leur dit qu'il faut marcher à gauche, ils marchent à gauche, alors que si par hasard vous leur dites la même chose sur le trottoir, ils hurlent à la démocratie et au fascisme. Qui supportent un vénérable, tyrannique au dernier degré, qui font des planches sur des sujets très compliqués dont je ne suis même pas sûr qu'ils comprennent exactement ce qu'il en est. Et en fait, c'est des grands enfants qui s'amusent. Nous avons, malgré tout, malgré notre volonté intellectuelle de réflexion, conservé fondamentalement notre âme enfant. Pourquoi? Parce que nous jouons. Et qu'est-ce qu'il y a plus de plus sérieux que le jeu? Pratiquement rien. Sauf que nous l'avons conservé. Moi, je pense que c'est du pipeau total. De se passer pour des enfants, ça permet La de... lumière à tous les étages. Pas la qu'est-ce que lumière. je vous dise. En fait, il se passe des choses et vous ne voulez pas le dire. Alors, avant de vous laisser la parole avec les questions, j'aimerais raconter une anecdote parce que elle est tout à fait. Eric la connaît par cœur, donc il n'en peut plus, mais elle est tout à fait classique de l'époque. Comme vous le savez, nous signons dans les salons comme ici. Et il y a quelques années, à Brive, nous étions en train de signer, mais il n'y avait pas Eric. Et donc, une dame arrive, comme on dit, bien sous tout rapport, qui me dit « Ah, j'adore vos livres, très bien. » Alors, en général, les gens qui n'adorent pas les livres ne viennent pas, donc c'est quand même pas mal. J'adore vos livres, très bien. Elle me dit « Et vous savez, j'habite en province et mes fenêtres donnent sur une loge maçonnique. » C'est très difficile de répondre à cette phrase. Alors j'étais un peu embêté, je lui ai dit, écoutez madame, vous avez de bons voisins. Oui, je lui raconte moi. Elle me dit oui, et alors ils se réunissent le vendredi soir et je les regarde par la fenêtre. C'est là que j'ai quand même eu un petit problème. Le vendredi soir, moi j'ai autre chose à faire qu'à regarder l'entrée de la messe ou de la synagogue ou de la loge d'à côté. Enfin, on a une vie en principe. Et donc j'ai dit ah. Elle me dit oui, et donc... ils viennent, très bien, bon voilà. Et puis il me dit, après je les regarde sortir. Je me dis, oula, c'est une tenue du soir, un franc-maçon, un vrai franc-maçon, celui qui fait les agapes, il doit sortir assez tardivement. Donc quand même, à travers les volets, regarder des gens qui sortent, un petit peu étrange. Mais en fait, elle avait l'air sensée. Elle me dit oui, et je les compte à l'entrée, et je les compte à la sortie. C'est là que j'ai compris que j'étais vraiment dans la 3 points de suspension. Alors, il y a une file, donc tout le monde entend, des gens autour, c'est affreux. Et je lui dis, et il en manque toujours un. Bon, et là, évidemment, allez remonter le train, vous allez voir, c'est assez compliqué. Je lui dis, écoutez madame, vous êtes dans une loge de province, j'ai été initié dans une loge de province. Vous devez avoir une 40aine de membres à tout casser. Nous faisons 2 fois 10 tenues, donc 10 mois, parce que les 2 mois de vacances, les maîtres du monde se reposent. Hein, donc on fait 20 tenues par an. Si on a une perte d'un à chaque fois, en 2 ans, vous n'allez plus voir grand-chose à travers vos fenêtres. La fille réfléchit. Je me dis, j'ai quand même bien fait de prendre option maths. La fille réfléchit et puis me fait un superbe sourire et me dit, oui, mais vous recrutez beaucoup. Voilà. Si vous avez des questions. Alors du coup, on n'en a plus là. Si vous avez un autre... Allez, on y va. Oui, bonjour à toutes et à tous. La volonté d'avoir proposé un préquel, on va dire, à Antoine, d'arriver sur Tristan, qu'est-ce qui vous a dit finalement on passe d'un environnement très maçonnique, mais on va partir sur autre chose et quelque part peut-être reconnecter une histoire antérieure, etc. Qu'est-ce qui vous a fait à un moment donné vous dire tiens, et si on partait sur autre chose? Alors, deux raisons. La première, c'est ce qui frappe tous les auteurs, les écrivains, qui ont imaginé un personnage récurrent. C'est qu'à un moment donné, il arrive un moment donné où on écrit peut-être le même livre. C'est arrivé à Conan Doyle avec Sherlock Holmes, un point tel qu'il a assassiné son Sherlock Holmes, et quand il sortait dans la rue à Londres, il se faisait agresser, donc il l'a ressuscité.
C'est arrivé à Ian Fleming avec James Bond. Quand on lit les derniers James Bond picole, c'est pas le super-héros qu'on connaît quand on lit un peu les Bond dans le texte. Et nous, à un moment donné, on s'est dit, il va falloir peut-être se poser la question. Alors, votre éditeur vous dit tout le contraire. Votre éditeur, ça marche, à quand le prochain? Et il se trouve, coup de chance, c'est France 5 nous avait confié le scénario d'un documentaire sur cette affaire des archives maçonniques françaises volées par les nazis. Et donc, on a eu carte blanche, on a pu partir à Berlin, à Bruxelles, à Moscou, aux archives où ils conservaient encore des archives, et on plongé là-dedans. Et là, on a récupéré énormément de choses, et en particulier sur l'ésotérisme et le nazisme. On avait un peu effleuré dans le rituel de l'ombre, et on est revenu avec un matériau extraordinaire. Et on s'est dit, mais on ne peut pas le remettre pour un Marcasse, et si on se lançait avec un héros, pendant la Seconde Guerre mondiale, un opus par année de Seconde Guerre mondiale, où on va développer toutes ces thématiques, ésotérisme et nazisme, puisque c'est quelque chose qui était très fort, en particulier chez Himmler, qui était le chef de la SS, et on va le faire avec un héros qui serait peut-être mi-ange, mi-démon, puisque Marcasse, lui, c'est quelqu'un qui est du côté de la lumière, mais on voulait quelqu'un d'ambigu. Et c'est pour ça qu'on est parti là-dessus, et on devait en faire 3, et puis on en a fait un 4e, un 5e, parce qu'à chaque fois, on découvrait des informations, des histoires extraordinaires qui n'ont plus rien à voir avec la maçonnerie, mais qui sont fascinantes. Je vous donne juste un exemple. Dans le 4e opus Résurrection, on parle du Saint-Suaire. Et il se trouve que le Saint-Suaire était conservé avant-guerre dans la cathédrale de Turin. Eh bien, la famille royale italienne a décidé, au moment de l'accord entre Mussolini et Hitler, a décidé de retirer le Saint-Suaire de Turin et de le cacher dans un monastère à Naples, de peur qu'Hitler vienne le récupérer ou le demande à Mussolini. Entendez-nous bien, les Italiens et les Allemands étaient alliés à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que les nazis étaient intéressés par les reliques, et en premier chef Hitler. Ce Saint-Suaire, donc, est caché dans un monastère à Naples. Et en 1943, Himmler, imaginez 1943, c'est les Alliés arrivent, on arrive, ça y est, ça a basculé, il y a eu Stalingrad, donc tout l'effort de guerre allemand est consacré à lutter contre les Alliés, contre les Russes, et les Alliés qui arrivent par le sud. Ils envoient un commando de SS au monastère pour récupérer ce Saint-Suaire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient persuadés que ce Saint-Suaire avait des pouvoirs. Et ça échoue de justesse, c'est-à-dire que les moines se sont groupés autour de l'autel, les SS qui étaient eux-mêmes déguisés en moines sont arrivés et ils n'ont pas pu piquer le Saint-Suaire. On s'est dit, ça fait un bon sujet, on va essayer de comprendre pourquoi les Allemands avaient décidé de récupérer ce Saint-Suaire. Et on apprend quand on va à Rome, on discute avec, moi je discute avec un prélat, il dit, vous devriez lire les mémoires de l'exorciste en chef du Vatican. Je lis ça et je m'aperçois que pendant la guerre, le pape de l'époque avait commandé un tableau à l'ambassade allemande, un tableau d'Hitler, soi-disant pour décorer le Vatican. Déjà, on ne comprend pas trop, mais en fait, pourquoi? Il avait obtenu ce tableau d'Hitler et il a exorcisé Hitler en pleine Seconde Guerre mondiale. Il était persuadé qu'en chassant le diable, parce qu'il était persuadé qu'Hitler était possédé, il allait arrêter la Seconde Guerre mondiale. Il a fait ça aussi avec Staline, et après-guerre, il a fait ça avec le Parti communiste italien. Donc vous voyez, on est à cheval entre histoire, légende et des faits peu connus. Et tout ça, dans tous les opus, systématiquement, on va parler de ça et on s'appuie à chaque fois sur des sources fiables. Par exemple, moi je conseille un bouquin d'un type qui s'appelle Kurlander, qui est professeur à Yale, à l'université de Yale. Le bouquin n'est disponible que sur les presses universitaires de Yale, où il va prendre toutes ces histoires de nazisme, ésotérisme et conspirationnisme, et il va écrémer pour garder ce qui est véritablement authentique. Et ça, c'est incroyable. Et nous, ça, on peut le faire partager à nos lecteurs. Voilà. Il y a une petite variante que je rajouterai à ce que disait Eric. Effectivement, il a parfaitement raison. Il y a d'un côté le fait d'avoir découvert ces archives maçonniques, quand même à forte tendance ésotérique, qui avaient été raflées par les Allemands et récupérées par les Russes. Il y a le fait aussi de tomber dans la mécanique, parce qu'un thriller, c'est une horlogerie. Donc, il faut que tout soit parfait. Et au bout d'un certain temps, il faut avoir le réflexe, j'ai les bons codes, donc je fais le même bouquin. Mais en fait, il y a aussi autre chose qui s'est passé lors d'un salon de livre. Lors d'un salon de livre, on s'est retrouvé face à un public, ça remonte à plus d'une dizaine d'années, et on a échangé avec le public sur notre personnage. Et là, stupéfaction, on s'est aperçu que nos lecteurs connaissaient notre personnage mieux que nous.
qu'ils avaient des attentes sur le personnage auxquelles on n'avait jamais pensé. Antoine Marcasse, pourquoi il ne se marie pas? Ça m'a jamais traversé l'esprit. Il y a même quelqu'un qui m'a dit pourquoi il n'épouse pas une sœur. Ça m'a encore moins traversé l'esprit. Et là, il y a eu tout un flot de questions. Vous savez, il y a des moments comme ça où ça cristallise dans la vie, tout un flot de questions. Vous imaginez bien, Eric et moi, quand on vous dit, dans le volume 8, page 286, vous allez faire dire ça à Antoine Marcasse, on ne s'en souvient pas. Alors, quand il n'est pas là, je dis c'est lui. Et quand moi je ne suis pas là, il dit ah, je ne sais pas, c'est Jacques. Bon, voilà. Mais on s'est aperçu que finalement, on avait créé un personnage qui nous échappait totalement. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on est encore en état de lui recréer, en quelque sorte, une aventure à l'attente de nos lecteurs? Et puis, on a fait l'adaptation BD. Et là, on lui a donné un visage. Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait? Tout le monde s'est plaint. Ce visage-là ne coïncidait avec aucune représentation de nos lecteurs. Et à un moment, on m'a même dit « Ah non, mais pour moi, il est blond. Je suis sûr que j'ai écrit partout qu'il était brun. » Et là, on s'est dit « Peut-être que là, maintenant, il est temps aussi de laisser ce personnage de côté pour y revenir, parce qu'à un moment, il a une densité telle que nous, on ne l'a pas, et que donc, on est passé à autre chose. » Ça a aussi joué pour ça. Alors, moi, j'ai une question à Eric, très personnelle. J'ai bien compris que Jacques ne voulait pas que vous rentriez en maçonnerie, mais vous êtes un homme libre. Alors, pourquoi vous n'avez jamais franchi la porte? Alors, Un nouveau roman, alors? non, allez, plus sérieusement, si vous voulez, moi, ma vision de la maçonnerie, elle est nourrie à la fois de mes enquêtes avant. Et je vous l'ai dit, j'ai commencé par la franc-maçonnerie, pas forcément le côté le plus sympathique. Bon. J'ai énormément de respect pour la maçonnerie, l'initiation. J'ai lu énormément, beaucoup de livres sur la maçonnerie, le symbolisme. Je trouve le symbolisme formidable et tout. Mais je suis quelqu'un d'assez individualiste, en fait. Et je vois, quand je viens et tout, je suis bien accueilli par les maçons, j'ai aucun souci. Mais il peut y avoir d'autres démarches spirituelles et initiatiques qui sont à côté de la maçonnerie. Je ne pense pas que je sois fait pour la maçonnerie. Et deuxième point, ma vision de la maçonnerie, si vous voulez, elle est par ce prisme. Je vois 3 catégories de maçons. En 20 ans, quand je vous côtoie, il y a les maçons qui, je vois ceux qui me racontent, parce qu'ils se confient et tout, qui me disent, bon là on est rentré en maçonnerie souvent parce qu'à un moment de ma vie, j'ai voulu trouver un sens, quelque chose, une tradition, et je vois que la maçonnerie leur a apporté quelque chose, clairement. Ça se voit, ça se sent. Généralement, c'est des gens qui vous écoutent, c'est des gens qui sont posés, c'est des gens qui sont curieux. Ce type de maçon ou de maçonne, de frère ou de sœur, je les trouve extrêmement estimables. C'est des gens, vraiment, j'ai beaucoup de respect, et je crois qu'ils sont vraiment engagés dans un chemin qui est un chemin comme un autre chemin initiatique, et c'est beau. Voilà. Ensuite, il y a la deuxième catégorie. C'est la catégorie qui rentre en maçonnerie pour avoir quelque chose qu'ils n'ont pas dans leur vie professionnelle. Ils deviennent maîtres. Ensuite, il peut y avoir la cordonite. Ensuite, ils peuvent se sentir détenteurs d'une lumière, de quelque chose que les profanes n'ont pas. Chez ceux-là ou celles-là, qui sont, je pense, moins importants que la première catégorie, il y a quelque chose qui me dérange. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on sent une sorte de supériorité qui n'est pas dite, en disant « j'ai la lumière, mais vous, là, les moldus, vous ne l'avez pas ». Franchement, pour moi, je ne suis pas maçon, je pense qu'ils n'ont pas compris ce que c'était, à mon avis, mais c'est humain, c'est quelque chose d'humain. Et puis, il y a la troisième catégorie, où là, je le vois plus à Paris, parce que moi, j'étais journaliste d'investigation, où, à un moment donné, on rentre en maçonnerie pour des raisons de réseau, de relations, sont professionnels, dans un parti, dans un corps de métier. C'est ce qui donne après, quand vous voyez dans certaines fraternelles, ce qui peut se passer. Alors, c'est estimable, hein, c'est comme l'association des anciens inspecteurs des finances, ou le siècle, ou différents think tanks, mais là, c'est du réseautage. Ça ne m'intéresse pas. Mon réseau, je l'ai fait depuis belle lurette quand j'étais journaliste. Je n'ai pas besoin d'un autre réseau, fût-il maçon, et je pense même qu'il a perdu par rapport à d'autres cercles d'influence. Donc, si j'avais à me positionner, ce serait plutôt sur les premiers, sur le côté initiatique, que je trouve
très beau et très respectable. Et moi, je vois très bien quand je suis par exemple, quand je fais pas mal de tenues, ça m'arrive de faire des TBF en tant que profane, je suis invité, je vois tout de suite à qui j'ai affaire au bout d'un moment. Et je me dirige vers ces gens-là pour qu'ils m'apprennent quelque chose. Cette fois-ci, c'est moi qui me tais, je suis plus là pour parler, j'écoute ce qu'ils ont à me dire sur leur initiation. Et là, il y a quelque chose dans la transmission qui peut être intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y a quelques années, je suis allé faire une conférence pour un groupe paramaçonnique dans un pays étranger, mais francophone. Et il y avait 20-25 personnes qui étaient là, et le sujet était l'antimaçonnisme, ce qui est quand même un sujet sérieux. Et donc je devais retracer derrière un pupitre l'histoire de l'antimaçonnerie depuis la création de la franc-maçonnerie en Angleterre jusqu'à nos jours. J'ai eu affaire à un public extrêmement attentif, vraiment semblait s'intéresser à tout ce que je disais. Et puis quand j'ai terminé, on m'a remercié, et la personne qui dirigeait ce groupe s'est tournée vers l'ensemble, a levé les bras et a dit « Maintenant que les affaires commencent ». Et effectivement, nous sommes allés manger, et honnêtement, je n'ai rien compris à la discussion. Il y a des choses qui visiblement m'échappent. Donc, tout ça pour dire que Éric a raison, c'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger aussi dans la représentation que nous donnons à l'extérieur, nous avons quand même des frères alimentaires visibles à l'extérieur. Et ça aussi n'est pas sans causer quand même quelques problèmes. Peut-être une dernière question? Oui, bien, voilà. Bonjour. Vous avez évoqué vos débuts, le premier ouvrage, avec cette envie d'écrire par plaisir. J'imagine que vous n'imaginiez pas le succès qui allait être le vôtre. Vous n'envisagez peut-être pas tout ce qui allait arriver par la suite. Est-ce qu'avec le recul et toutes vos découvertes, parce que j'imagine qu'il y a quand même un travail de titan derrière ces écrits, est-ce que ça a modifié votre vision de la vie, du monde? Et deuxième question, est-ce que vous avez fait des découvertes que vous avez décidé de ne pas partager? On aura peut-être deux réponses différentes. Un, ça demande énormément de travail en termes de recherche, vraiment, ça c'est clair. Mais c'est un plaisir. C'est pas du travail souffrance, c'est du travail plaisir. Nous, on n'a qu'une passion. Quand on en a terminé un, on se prend deux semaines de vacances et ensuite on se replonge dans l'étude. Jacques adore fouiller dans les archives. Là, par exemple, je vous donne un exemple. On n'a même pas parlé du nouveau bouquin, mais Jacques, un jour, m'appelle, mais complètement excité. Il me dit, écoute, j'ai trouvé un truc extraordinaire. Napoléon avait l'ambition de créer une ville impériale dans Paris. Au centre de Paris, son Versailles à lui, c'était une ville initiatique, symbolique, et il avait confié ça à 2 architectes francs-maçons. Et il me dit, j'ai les plans. Je peux vous dire, j'ai pris le premier train, mais vraiment, parce qu'il savait bien, il m'a dit, non, je ne peux pas t'en parler là, par téléphone, il faut que tu viennes. Il était dans le Lot, j'ai pris le premier train pour partir. Voilà, ça c'est extraordinaire. Quand je suis parti à Venise, j'ai découvert ce palais, il y a un palais maudit. Je lui dis là c'est excellent pour le train. Bon bah il m'a dit on va y aller et voilà. Donc ça si vous voulez c'est du travail mais du plaisir. Ensuite ce qui demande beaucoup plus de travail c'est d'articuler, d'en faire un thriller. Un thriller, un polar, c'est ce qui fait la différence entre les mauvais et les bons polars. C'est pas parce que vous avez une idée qui va être bon, c'est qu'il y a une musique interne, une structure et il vous faut les outils pour faire ça. Et c'est un métier. C'est un métier, n'importe qui n'est pas capable d'écrire et n'importe qui n'est pas capable d'écrire un polar. Sous prétexte, allez, je vais mettre un peu de Templier, un peu de franc-maçon, j'agite tout, le shaker, et ça va donner le secret perdu des Templiers. J'en ai vu passer des bouquins comme ça. Pourquoi? Parce que quand on est habitué à lire des polars, on voit tout de suite si la personne, un, sait écrire, et deux, si elle sait structurer sa narration. Ça peut demander des mois sur une idée qui est complètement simple. Donc ça, c'est pour cette partie. Comme vous l'avez dit, le travail, il est moins dans les recherches que dans la réalisation. Et Dieu sait qu'on en a jeté à la poubelle des centaines de pages. Ça, on ne le voit pas. Mais sur un bouquin de 400 pages, il y a peut-être 200 pages qui sont parties à la poubelle. Deuxième, pour répondre à votre question, ma vision du monde et de la vie, elle est éblouissante.
à force de travailler sur ces mystères, sur ces secrets, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le monde, une sorte de mélodie secrète derrière les apparences. Ce n'est pas du tout du conspirationnisme ou de la religiosité, c'est quelque chose où vous voyez peut-être une logique presque mathématique, mais avec une beauté qui apparaît et qui surgit par moments. Ce serait une sorte de mécanique ondulatoire au fur et à mesure de l'écriture de ces bouquins, qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, bah, ma foi, moi qui ne suis pas maçon, qui n'est pas la lumière, mais je pense que ce concept d'architecture de l'univers, de grand architecte de l'univers, il y a quelque chose. Je crois sentir les mouvements, les frôlements du compas qui se baladent quelque part dans l'univers. Pour reprendre deux parties de votre question, qui en fait il n'a pas traité, c'est bien, ça me les laisse. La vraie question, c'est que quand vous êtes écrivain, si vos livres continuent à marcher 20 ans après, c'est qu'il y a un secret. Et en fait, c'est le secret pour tous les écrivains dont les livres marchent. C'est que vous-même, vous prenez du plaisir à écrire. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Éric et moi, nous écrivons les livres qu'on aimerait lire, ou qu'on aurait aimé lire quand on avait 17, 19 ou 20 ans. Tant qu'on écrira dans cette perspective-là, je pense que les bouquins se vendront, et je pense aussi qu'on aura du plaisir à les faire. Alors après, est-ce qu'il y a des choses qu'on a trouvées qu'on n'a pas dévoilées? Alors, réponse en 3 temps. Premier temps, quand on écrit des thrillers ésotériques et qu'on est un peu connu, il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir avec des secrets. Voire qui vous disent, j'ai un secret, je te le vends et je te prends 30% sur les bénéfices. Bon, c'est des frères en général, mais rarement des sœurs, il faut l'avouer. Bon, ça, c'est éliminé. Il y a après ce qu'on trouve dans les archives, qu'elles soient maçonniques ou pas. On peut trouver des choses gênantes. On peut trouver dans les archives belges du Grand Orient les rapports d'un frère espagnol, soi-disant réfugié politique, et dénonçant, allant de loge en 40, et dénonçant les frères à la Gestapo. 17 pages de dénonciation. Lui, on ne l'a jamais retrouvé, mais les autres non plus. Ça, c'est difficile quand on trouve ça. Donc, il y a aussi ces problèmes-là. Vous pouvez aussi trouver des choses qui ne sont pas d'une blancheur extrême. Vous le mettez sur le tapis, vous ne le mettez pas sur le tapis, c'est un choix personnel. Après, est-ce qu'il y a des choses qui ont été trouvées pendant les 20 ans de recherche et qui n'ont pas été dites? Très franchement, je pense qu'autour de quelque chose qui s'appelle le mystère de Rennes-le-Château, oui. La réponse est oui. Et la réponse, mais pourquoi vous n'en parlez pas? La réponse est peut-être que les temps ne sont pas encore venus. Voilà, j'ai dit. Très bien, on n'a plus qu'à remercier nos auteurs parce qu'ils ont un avion à prendre